Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Guylaine et Blandine qui interviewent Rebecca, qui va se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Rebecca, j'ai 55 ans, je suis célibataire, j'ai une fille de 17 ans, jusqu'à présent j'étais à ESH. À ESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap, là je travaille dans un collège, je suis sous-payée, précarisée, et c'est un métier occupé à 95% par des femmes. Incroyable. Mais vrai. Avant le procès Pellico, comment est-ce que tu définissais ton engagement féministe ? Comment est-ce qu'en tant que féministe, tu te définissais ? Ça fait longtemps moi que je cherchais un groupe féministe, notamment quand j'ai eu ma fille, donc il y a 17 ans de ça. Je me suis retrouvée dans une situation très compliquée et j'ai cherché à contacter à Avignon plusieurs structures. Et j'ai pas trop trouvé d'écho à mes valeurs. Donc c'est resté comme ça, latent. Et très récemment, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Blandine dans d'autres conditions que son engagement féministe. Et ça a été vraiment une occasion pour moi de trouver enfin un groupe avec des valeurs que je partageais, un engagement véritable. Ça a été pour moi vraiment très important. Oui, la première fois que tu nous as rejointes, tu te souviens, c'était une action de collage ? C'était. En plus ça correspondait exactement à ma situation, c'était autour des femmes, des mamans solo et de la précarité financière dans laquelle elles se trouvent, et ça correspond exactement à ma situation. Et donc ça résonnait exactement avec des revendications qu'on doit toujours porter, c'est-à-dire la précarisation des mamans solo qui doivent s'occuper des enfants tout en gagnant de l'argent. Mais c'est compliqué de gagner correctement sa vie tout en étant disponible pour son enfant. Et on a toujours tort quoi qu'il arrive. Et on a toujours tort, et voilà. Et là, au miracle, ils ont accordé des allocations familiales pour le premier enfant, qui était une demande depuis longtemps, puisque c'est les allocs, ça date de sortir de la guerre, où plus tu fais d'enfants, plus tu as des allocations. Et quand tu avais un enfant, tu n'as pas d'allocation familiale. Et là, ils viennent de l'accorder, ce sera 19 € par mois. Waouh! Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout cet argent ? Je crache pas sur la soupe, mais effectivement, ça fait un petit peu des miettes. 19 €? 19 € par mois. Bon, c'est venu de nulle part. T'es encore pété de thunes, toi. Ça va y aller à l'Opéra Café. Hein. J'aimerais que tu dises comment tu en es arrivée au féminisme. Parce que tu as l'air de dire que c'était il y a 17 ans, à l'occasion de la naissance de ta fille. Mais je suppose qu'il y avait en amont pas mal de choses. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Oui. Ma première expérience professionnelle quand j'avais 24 ans, j'ai travaillé en alternance à Paris dans une boutique qui vendait des produits bio. Et là, j'ai subi du harcèlement sexuel. J'ai pas vu venir le truc. Moi, au début, je croyais que c'était quelqu'un qui était chaleureux, qui me passait la main dans le dos parce que un peu paternaliste. Et au bout de 6 mois, quand il a vu qu'il y avait rien à faire, je ne rentrais pas dans ce jeu-là, que j'avais même pas compris au début ce qu'il voulait. Et qu'il a bien vu qu'il n'y aurait pas moyen, il m'a fait l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Il m'a humiliée devant C'était une boutique, il m'humiliait devant les clients. Quand j'arrivais après 1h et quart de transport, il me disait « je vous paye pas, allez pisser chez moi ». Il me reléguait au fond de la boutique, il m'a accusée de vol. Bref, ça a été très très difficile, en sachant que ce type avait aussi séduit ma responsable de stage. Séduit Oui, il a eu une aventure avec elle. Quand je lui en ai parlé, elle m'en a parlé. Et en fait, j'attendais d'elle du soutien. Et en fait, elle m'a dit non, il faut vraiment que... En fait, c'était 13 mois le contrat de qualif, donc j'étais à 6 mois. Il fallait absolument que je termine ce contrat de qualif et elle n'a rien fait. Et à l'époque, il n'existait pas
La loi de harcèlement, ça n'existait pas dans la loi. Donc tu n'as pas été soutenue par une femme? Non, elle m'a cru, puisque elle-même a subi les assauts de cet homme, mais ça n'a pas été ébruité, c'est-à-dire que les autres adultes qui étaient dans cette formation n'ont pas eu vent de ça. Ce qui fait que la fin de ma formation, moi j'étais très très déstabilisée, j'étais en dépression. J'ai pas eu la validation de mon contrat de qualif, et voilà. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu es précaire. C'est un ensemble de choses, Toujours, mais si on fait remonter l'échec à ce diplôme... Après, j'ai retrouvé du travail, si tu veux, mais dans ce domaine-là, la médecine douce, produits phytothérapiques, aromathérapie, etc. Mais disons que c'était ma première expérience professionnelle qui a été désastreuse, qui m'a vachement déstabilisée. J'ai rencontré d'autres aléas dans mon parcours pro, ou avec des baisers volés que j'ai jamais demandé. Des agressions sexuelles, donc? Voilà, et des situations de domination en fait qui sont pas dites ouvertement, mais avec un désir derrière d'avoir une relation sexuelle, alors que moi je suis pas là pour ça. Wow. Bon, ça m'a, et voilà. Et donc tu faisais remonter ton féminisme donc à ce moment-là, parce que il s'est passé quoi? Tu as pris conscience qu'il fallait faire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand la loi est entrée quand ça a été dit dans la loi française qu'il existait sur le lieu de travail du harcèlement sexuel, je me suis dit, ah ben oui, c'est ce que j'ai vécu, mais j'ai pas pu. Je serais allée porter plainte, par exemple, si ça avait été à l'époque où j'ai subi. Tu veux dire que c'est dans l'après-coup que tu as pris conscience que tu avais vécu du harcèlement sexuel? Je l'ai compris au bout de 6 mois. Et en fait, à l'époque, c'était donc quand c'était en 94, ça n'était pas inscrit dans la loi. Ça n'existait pas, effectivement. Voilà, et donc il y a une progression. Je dirais aussi que, après, je ne sais pas, j'ai peut-être pris conscience aussi de que ma mère a vécu, de ma grand-mère, tout ça. Après, c'est plus personnel, quoi. Elle t'en parlait? Pas du tout, ma mère, pas du tout féministe, ma mère, rien. Non, c'est l'ancienne génération où... Tu n'as pas pu trouver de soutien auprès d'elle? Non. J'en ai parlé à mon père qui est venu rencontrer cet homme en lui disant « va falloir se calmer ». Mais en vrai, ça n'a pas été plus que ça. Il a quand même fait la démarche, ce qui était pas mal de la part de mon père qui était plutôt très très loin de tout ça. Maintenant, on va en venir au procès Pellico. Oui. Comment est-ce que tu en as entendu parler la première fois? Est-ce que tu te souviens du moment où tu en as entendu parler? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est grâce aux féministes des Amazones d'Avignon que j'en ai entendu parler. Et il y avait tous les préparatifs justement pour aborder ce procès qui débutait en septembre. Et donc j'en avais très vaguement entendu parler dans les médias, mais pas plus que ça. Et c'est elles qui m'ont dit ça se passe à Avignon. Et donc on va être vraiment sur le terrain. Et moi je me suis dit c'est vraiment l'occasion aussi pour moi de faire vivre mon féminisme dans l'action et non pas uniquement intellectuellement. Oui, c'est vrai que tu nous as rejointes pour le collège de la fête des mères, donc c'était au mois de mai l'an dernier. Oui, c'est ça. Et donc c'est à ce moment-là en fait que tu as découvert le truc. Ouais. D'accord. Et tu as ressenti que j'ai quoi quand tu as entendu parler de cette histoire? C'est sidérant parce que comment on peut imaginer qu'un bon père de famille fait violer sa femme droguée comme morte par des inconnus, et que c'est sa perversité qu'il met en scène et qui attire d'autres perversités masculines. C'est comme disait Nina, la réalité dépasse toujours la fiction. Ça me dégoûte et ça me met en colère. Maintenant, parlons plutôt de ton engagement dans le procès. Comment est-ce que tu t'es engagée dans le procès et à quelles actions as-tu participé? Qu'est-ce que tu as fait concrètement au long de ce procès pendant ces 4 mois? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé que vraiment le collectif des Amazones d'Avignon était vraiment hyper concernée, hyper active pour vraiment aborder ce procès dans son intégralité. Et donc, ça m'a vraiment motivée pour me rendre dans la salle d'audience. On m'a invité à prendre des notes, ce que j'ai fait. J'ai ensuite fait des comptes rendus sur notre groupe WhatsApp parce que, en fait, c'est très important ce déroulé de ce qui est dit, puisque c'était public, elle l'a voulu public, Gisèle Pellico, et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'était extrêmement important que tout le monde écoute et voit ce qui se déroule dans un procès lorsqu'une femme a subi des viols à répétition et comment la justice se déroule. Donc tu as pris des notes? J'ai pris des notes, j'ai fait des rapports et après on a fait des collages, j'ai assisté aussi à des poses de banderoles en face du tribunal qui étaient spectaculaires.
Et t'es même montée sur les remparts. Oui, premier étage, attention. Premier étage, oui, mais très j'ai le important. vertige, waouh. Celle qui assure, Oui, le deuxième niveau. j'ai tenu mais j'avais pas le... Non, je suis pas montée au deuxième. Non, oui, mais non, c'est ça qui est beau, ouais, c'est d'arriver à le faire alors que t'avais le vertige. Voilà, premier étage, ça allait, je tiens l'échelle, mais pas plus. Et d'autres sont montés, c'était très bien qu'il y ait d'autres qui montent. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a traversé pendant le procès comme émotion ? Ouais, c'était très partagé. C'était à la fois vraiment de me retrouver dans un groupe féministe, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était vraiment l'énergie de l'action. Et c'est souvent ce que je trouvais qu'il n'y avait pas dans ma vie et que ces valeurs prenaient forme et corps par des discours, par des actions. Et qu'on montrait à voir ce qu'on peut revendiquer par rapport à ce procès. Il y avait une partie donc intellectuelle qui était occupée à ce procès, à comprendre ce qui se déroule. Et c'est vrai qu'à la fin, ce que j'ai pas forcément vu venir et que j'ai eu du mal à réaliser, c'est à quel point ça m'avait abattue, à quel point ça m'avait déprimé, tout ce déballage de violence masculine contre une femme comme morte. L'émotionnel était vraiment... j'étais pas bien. Voilà, on ne peut pas se barricader face à tant de violence. Et j'ai regardé à un moment justement les vidéos, j'ai voulu voir une vidéo d'un viol. Et ce que j'ai vu, c'est à quel point c'est d'une infinie tristesse, c'est d'une infinie horreur. Il n'y a que de la violence d'homme sur une femme. On ne peut voir que ça. Voilà, et après, quand on disait que c'était pas des violeurs, c'était toutes les vidéos, ces cas exceptionnels montrent ça, montrent une domination, une volonté de détruire une femme. Enfin, pour moi, c'était même plus une femme, c'était un corps. Une haine des femmes, dirais-tu ? Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est à quel point les hommes haïssent les femmes. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est aussi qu'en fait, ce sont des hommes qui rejouent une sorte d'adoubement d'un homme, Pellico, qui est le maître de cérémonie, et ces hommes-là tentent de se réassurer en tant qu'homme en dominant le corps d'une femme. En fait, la femme est un outil, un objet, toujours pour se réassurer en tant qu'homme violent, mais ça, ils le voient pas, mais ils pensent que c'est ça la virilité. Ils ont été abreuvés de pornographie, ils monnaient des relations sexuelles, et donc violer une femme, c'est pas violer, c'est être un homme. C'est l'image qu'ils ont d'eux. Ce que tu dis me fait penser aussi au fait qu'ils jouaient à être des hommes vis-à-vis de notre homme. C'est ça. Avec l'assurance de notre homme. C'est ça, c'est-à-dire comme un père ou comme un patriarche qui filment, en plus, ils savent tous qu'ils sont filmés. Et en fait, ils sont contents de ces exploits et ils savent peut-être que ça va être transmis, diffusé. Et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de cette horreur. Il y avait une espèce d'homophilie oui, aussi, c'est ça, d'autosatisfaction. On est entre hommes, entre couilles. Voilà, et regardez comme on bande, regardez comme on soumet, regardez comme on arrive à nos fins, on éjacule. D'ailleurs, à la fin, ce qui n'est pas du tout dit nulle part, c'est qu'en fait, ces hommes, ils avaient des relations sexuelles entre eux après. C'était souvent la gratification à l'issue. Mais évidemment, là, c'est pas répréhensible, c'était pas le sujet du procès. Truc. Mais c'est quand même presque systématique, et je trouve que ça en dit long quand même, sur cette homophilie d'hommes qui vont éjaculer ensemble dans une femme, juste pour se prouver des trucs. Oui, entre hommes. En fait, c'est même pas, pour eux, la question n'est même pas la femme, elle est utilisée, c'est un objet, c'est un corps. Pour moi, elle est comme morte, Oui, d'ailleurs, il y a un des violeurs qui a dit mais je croyais qu'elle était morte. Oui, comme voilà. si c'était une excuse. C'est ça. Je veux dire, c'est abyssal. Oui. À quel point, en fait, parce que c'est la perversité, c'est une maladie, la perversité, je sais pas comment c'est possible. Et c'est des monsieur tout le monde. C'est un voisin, ça correspond à des gens, hommes qu'on croise. C'est qu'on pas a autour de nous. Voilà. Et c'est là où vraiment j'ai été vraiment stupéfaite de me dire que cette haine de la femme, elle est tellement partagée, elle est tellement banalisée, c'est violent. C'est terrible parce que j'ai l'impression, tu vois, en t'entendant, que en fait ces hommes, c'était une manière pour eux d'avoir des relations sexuelles entre eux à travers une femme. Exactement, c'est ce que je trouve que c'était en fait. Et qu'ils sont des petits garçons qui ont besoin sans cesse de tenter d'être des hommes, mais de la pire manière, en fait. Oui, évidemment.
Pour moi, ce n'étaient pas des hommes, ce sont des sous-hommes. Et c'est ça, c'est une inversion des valeurs. En fait, c'est à se demander qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Mais exactement. Si aujourd'hui, la norme, c'est ça, mais on n'en veut pas. Hein. Les gars, allez vous pendre. Aussi, c'est des nuisibles pour moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui a été montré aussi, c'est qu'aucun, je crois, sauf un, n'a reconnu être violeur. Mais ça veut dire qu'en fait, ils n'ont rien compris sur l'enjeu de ce procès. Ouais. Et de leur retour sur eux et de comment ils arrivent là, c'est moi, pas moi, c'est Pellico, c'est pas eux, ils ont rien fait. On va passer un peu plus au positif parce que franchement, parler tellement de ces crevures, ça nous fait mal au cœur. Ouais. Parlons de la sororité. Pour toi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'était un mot que je connaissais pas trop, en fait, et c'est vrai qu'au sein des Amazones, ça a émergé. Et pour moi, c'est la bienveillance. Entre femmes, la conscience de dans quel monde on vit, à quel point on doit être les unes avec les autres. Et non plus ce que j'ai connu enfant et jeune adulte, c'est-à-dire l'image d'une femme qui est plutôt une femelle, qui doit se battre pour être choisie par le mâle alpha. Et qu'en fait, on est mise en concurrence pour être choisie par un homme. Et ça, en fait, je m'en aperçois maintenant à quel point, en fait, ça m'a imprégnée dans mes relations amoureuses et que je dois être bien contente d'être choisie par un homme, blablabla, blablabla. Mais en vrai, non, la sororité, c'est prendre conscience de sa force de femme et de la force qu'on a ensemble pour affronter ce monde. Est-ce que c'était la première fois pour toi que tu t'engageais dans des actions collectives avec les Amazones ? Par rapport au procès, oui. Sauf la fois où on a collé, mais oui, sinon... on avait collé juste avant, mais... Sinon, ouais, c'était vraiment les premières fois où je participais intensément à des actions mythiques. Et du coup, à l'issue du procès, est-ce que tu penses que les femmes qui participaient formaient une communauté de femmes ? Et est-ce que ce sentiment perdure pour toi aujourd'hui ? Moi, j'ai trouvé que c'était... on a les moyens au sein des Amazones d'avoir plein d'endroits justement pour pouvoir créer des liens. Parfois, il y a des moyens aussi de s'engueuler. Mais je pense que ça fait partie, ça fait partie de notre humanité, au-delà d'être femme, des quiproquos aussi qu'on peut avoir parce qu'on est dans un groupe. De la vie. Mais c'est ça. Et que l'idée, c'est justement, on est sorores et on essaie d'aller au-delà de ça et de se dire les choses et d'être plus intelligent que ça, quoi. Plutôt que de se laisser entraîner par moi la fatigue, ce procès lourd. Et moi, le fait de monter très vite dans les tours. Ah ben moi je monte sur mes grands chevaux. Et du coup, est-ce que ce sentiment continue ? Oui, je dirais que là, justement, mon métier d'AESH, je passe à autre chose. Et le fait que j'ai envisagé une autre perspective professionnelle, c'est aussi dû, en fait, à l'idée que j'ai un potentiel et j'ai ma place dans ce monde, enfin en tout cas dans cette société, dans mon travail, un travail qui me plaise et non pas un truc subi. Et donc à maturer, où est-ce que je me trouverais bien ? Et en fait, quand j'ai bien voulu m'accorder ça, a émergé quelque chose. Et donc là, je vais suivre une formation de 2 années. Tu peux nous en dire quelques mots ? Comme monitrice éducatrice. Et je pense que c'est une continuité de ce que j'ai fait en tant qu'AESH, mais avec un statut véritable. Un statut, quoi. Voilà. Et une paye. C'est pas pour autant que je serais sortie d'affaires financièrement, parce que ce qui est très triste dans notre monde, c'est que je m'aperçois que là, quand on a un enfant à charge, c'est compliqué de s'en sortir. Mais en tout cas, ça me donne une perspective et ça va me nourrir. Tu vois. En tout cas, c'est vraiment chouette de savoir que cette mise en action, ça t'aide aussi dans ta vie, quoi. Ouais, vraiment, je l'ai ressenti vraiment fort. Et j'ai ressenti à quel point aussi, en fait, les hommes bénéficient de ça depuis des siècles. C'est-à-dire cette cooptation entre hommes, où ils font des choses entre eux, ils se congratulent les uns les autres, ils s'encouragent les uns les autres, c'est très bien. Ils jouent à la courte échelle tout le temps. Voilà, mais admettons. Et donc, ils sont sécurisés, en fait, dans ce monde. Ils sont sécurisés entre eux. Ça ne veut pas dire c'est simple, mais si tu veux, y a le foot qui les galvanise, et c'est mondial. Et nous, qu'est-ce qu'on a en tant que femmes ? Et je pense que c'est ça aussi, c'est trouver des choses qui nous galvanisent en tant que femmes. Et on a toute notre place à prendre. Et j'ai une fille de 17 ans, et moi, je veux qu'elle puisse s'épanouir. Et avoir une place. Et voilà. Est-ce que tu veux dire, d'après ce que je comprends,
que le fait d'avoir travaillé, enfin d'avoir agi en groupe, t'a obligé à avoir un autre regard plus bienveillant et plus croyant en toi-même. Mais complètement. Mais carrément. Et j'ai compris, en fait, à quel point c'était hyper important, et c'est ce qui me plaisait, qu'on soit entre femmes. Et être entre femmes, c'est pas être contre les hommes, mais c'est au contraire augmenter notre énergie entre nous. Moi, je n'ai rien contre les hommes bien construits, mais j'en ai bénéficié à 100%. Et j'ai ressenti ça. J'ai fait l'expérience de ça. C'est-à-dire qu'en groupe, on est forte. En groupe, on a des idées. En groupe, on sait se défendre. En groupe, on se sent protégé. Et on a les mêmes affinités. Enfin, c'est fluide. Ça me semble fluide. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses au procès et à nos actions ? C'était un moment très intense. C'était très difficile aussi. Et c'était fédérateur. Parce qu'on a fait de nombreuses actions, c'est vrai. Hein, vraiment, les Amazones, je suis très fière parce qu'elles occupaient le terrain. Hein. C'était fort. Hein. Pour moi, c'était galvanisant. C'était aussi sans concession, contrairement à d'autres groupes féministes qui, je crois qu'il y a des peurs et que ça peut être très mauvaise conseillère, pas chez les Amazones. Voilà. Moi, ça m'a permis de me libérer de certains, complexes peut-être, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était créatif. Les femmes étaient courageuses, qu'il y avait de la pertinence, que toutes ces actions, ça a interpellé les citoyens dans les rues d'Avignon, mais aussi les journalistes qui sont les échos dans les médias et nationalement et voire mondialement sur justement les préoccupations des femmes et où on en est et ce qu'on désire et que, comme Gisèle Pelicot l'a voulu, que le débat il soit dans la société, que ça soit véritablement un débat ouvert, conscient. Et alors donc, qu'est-ce que tu en as gardé ? L'énergie de l'action et d'un point de vue personnel, un sentiment accru de ma valeur en tant que femme. Et que justement, ça m'a donné l'impulsion pour me dire, voilà, je vais changer de boulot, je suis capable, je peux le faire et je ne vais pas me laisser souvent immobiliser, figée par l'angoisse. Ça, c'est vraiment précieux. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment, hein, parce que je n'en voyais pas le bout, tu vois. Mais avoir là, conscience de sa valeur, qu'on a c'est une vrai, valeur, ouais, qu'on a de la valeur. C'est ça, et qu'on a un truc à jouer, et que voilà, j'aimerais tellement transmettre à ma fille. Et est-ce que tu as ressenti des conséquences, voire des séquelles, à cause de ton engagement dans ce procès ? C'est ce que je disais déjà, c'est que là, j'ai réalisé en fait à quel point une majorité d'hommes haïssent les femmes, et que je l'ai subi dans ma chair, mais que là, c'est devenu conscient, en fait. Est-ce que tu penses que le traitement médiatique du procès était fidèle par rapport à ce que nous vivions dans la salle d'audience ? Et éventuellement, qu'est-ce que tu pourrais faire comme remarque par rapport à ça ? Ce que je dirais, c'est qu'au tout début, j'ai trouvé que les médias français traitaient cette affaire comme un fait divers. Donc ça, dans les journaux télévisés et dans les journaux papier, ils n'en parlaient pas plus que ça. J'ai trouvé que par contre, dès le début, présent au procès, il y avait les médias étrangers, anglais, espagnols. Et je pense que c'est ça qui a entraîné les médias français à se dire « Oups, en vrai, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y penche parce que là, il y a des médias de la terre entière qui viennent. » Le fait que les médias français ne s'y penchent pas plus que ça au début, c'est pas tout à fait une surprise parce que moi, à plusieurs reprises, notamment ici, j'ai appelé une rédaction... je crois que c'est la Provence, parce qu'une fois de plus, elle traitait un féminicide comme un crime passionnel. Et moi, j'en peux plus de lire ça dans les journaux français. Donc j'avais appelé en disant « Passez-moi la journaliste qui a écrit ce papier ». Et je lui explique que ça n'existe pas déjà dans la loi, crime passionnel, et qu'il faut arrêter de dire qu'on tue par amour. C'est un assassinat, c'est un meurtre, ça n'est jamais par amour. C'est par haine. Et donc, évidemment, ça a été compliqué de me faire entendre. Et voilà. Et j'ai quand même eu la personne au bout du fil, mais voilà, les médias français, c'est ça, hein, encore pas mal. Et si tu avais pu faire passer un message, lequel tu aurais voulu faire passer que les médias n'ont pas suffisamment diffusé ? Je trouve qu'ils n'ont pas assez parlé de à quel point le système judiciaire français, il est violent pour les femmes qui veulent bien porter plainte pour viol, et qu'on comprend qu'il y ait peu de femmes finalement qui se décident à aller porter plainte. Ça, pour moi, c'est vraiment une honte absolue. Ça doit être changé.
J'ai trouvé aussi que les médias ne parlaient pas assez de comment on en arrive à violer une femme inerte. Nous, on l'a dit quand on a rencontré des médias, que la culture du viol, elle imprégnait la jante masculine fort. Que la pornographie aussi, c'est une industrie qui ne fait que mettre en scène des violences sexuelles ultimes d'hommes sur les femmes et que les gens gagnent énormément d'argent avec ça. C'est une industrie honteuse, mais qui est banalisée. Et souvent, dans certains films, on fait passer la pornographie comme cool et divertissante, alors que pour moi, c'est un esclavage. Oui, en fait, c'est se branler sur des viols. Ouais, c'est ça. C'est orchestrer une domination et c'est ça être un homme. Ouais, encore ça. Et toujours. Toujours cette image de patriarcale, mais poussée à son paroxysme, qui, pour moi, est un carcan pour les hommes. En vrai, c'est des sous-hommes pour moi, toujours pareil. Est-ce que donc ces 4 mois de procès ont changé quelque chose en toi, sur le plan personnel et sur le plan féministe? C'est encore et toujours dénoncer les violences faites aux femmes, parce que le système judiciaire, je trouve, n'est pas à la hauteur de ce qui doit se passer dans un tribunal. J'ai trouvé que la victime Gisèle Pelicot, elle était extrêmement malmenée et c'est pas normal, et que les avocats peuvent dérouler leur propre perversité ou violence au nom de la liberté de l'organisation de la défense. Voilà, et défense, oui. Voilà, on peut dire tout et il n'y a même pas une volonté de recherche de la vérité, c'est juste tenter de déstabiliser la plaignante, celle qui a subi toutes les violences. Je trouve que c'est pas digne d'une démocratie, quoi, comme la France. Et je dirais que, voilà, pour moi, il est très important de continuer de dénoncer tous les systèmes qui dominent injustement les femmes, que ce soit le capitalisme ultra, qui fait qu'à un moment, on est des variables d'ajustement. Et moi, je pense que c'est un racisme qui dit pas son nom. Toutes ces violences où les hommes dominent les femmes, je sais plus quel féministe des années 60 en avait parlé, là. Je crois que c'était Gisèle Halimi, non, c'est une actrice, je crois. Une actrice qui, tu sais... Delphine Seyrig. Oui. Ouais, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Et en fait, ça m'a percuté. Je fais, mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, c'est un racisme d'hommes sur des femmes. C'est-à-dire, c'est parce que tu es une femme qu'on se permet toutes ces violences-là. Oui, que les médias, au fait, n'ont pas aussi tellement dénoncé les réseaux sociaux qui ont vraiment massifié la possibilité de violer et que ça continue, ça. Et aussi qu'ils ne parlent pas assez de la pornographie, que c'est aussi quelque chose qui n'est pas moral, mais dans le bon sens du terme, rien à voir avec la religion. C'est pas cool la pornographie, non. C'est pas festif. Oui, c'est tout sauf cool. Hein. Ouais, voilà. Et même s'il y a des femmes qui défendent le fait de travailler pour ces industries, on trouvera toujours des gens pour cautionner le pire. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Là, tu peux t'exprimer librement, t'adresser notamment aux auditrices. Je dirais que ma vie en tant que femme, elle est plus libre que celle de ma mère et de ma grand-mère. Mais je ne sais pas si la vie de ma fille sera plus libre et épanouissante que la mienne. Je le souhaite. Parce qu'en fait, je suis assez pessimiste. Parce que ma fille de 17 ans a déjà subi des violences et à son âge, à elle, je n'avais pas subi les violences qu'elle a déjà subies. Sur les réseaux sociaux, où c'est un déferlement d'insultes sexistes, c'est inouï. Je ne m'attendais pas à ça. Avec ma fille, j'essaie d'en discuter, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que là, on est au cœur d'un système où il y a une domination et ma fille s'en prend plein la gueule parce que c'est une fille et qu'elle ne réalise pas forcément quelle violence elle subit, en fait. Et elle se débat avec ça. Elle-même ne renvoie pas, enfin plus ou moins, mais en fait, je suis face à ça et moi, j'ai pas vécu ça. Et aussi des images pornographiques qu'elle n'a pas souhaité, mais qui sont envoyées. Et ça, c'est pareil, moi, j'ai pas subi ça à 17 ans. Donc, je suis pessimiste. Et en vrai, par rapport à ma situation, c'est vrai que j'ai peut-être du mal à faire la part des choses, mais j'ai envie de dire que vaut mieux pas qu'elle fasse d'enfant. Parce que, en fait, ce que je subis, c'est 82% des femmes qui assument quand il y a une séparation la garde de l'enfant. C'est sauf exception où on a un métier qui fait qu'on peut payer des nounous et se soulager, et encore, c'est une descente dans la précarité financière, de boulot, une fatigue. C'est dit, hein, moi c'est ce que je vis aussi, c'est une précarisation professionnelle, financière, un stress quotidien,
Et aussi, qu'on dit, il y en a peut-être de plus en plus sur les réseaux, parce que les réseaux, ça a aussi l'avantage de partager ce qu'on vit, c'est-à-dire une vie monotone, parce que quand on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas passer la main, on est entre ses torchons et ses serviettes, et notre vie, elle est vachement réduite comme aventure, quoi. C'est-à-dire, à l'aventure, elle tourne court, et par contre, ce que je pourrais dire, c'est que ma mère, elle a eu beaucoup d'aigreur par rapport à ça, c'est-à-dire ne plus aller travailler. Sa vie de femme c'est par rapport aux enfants. Oui, parce que mon père a estimé que comme il gagnait très bien sa vie, il fallait pas qu'elle aille travailler, parce que bobonne à la maison, parce que quand il arrive, il veut qu'il y ait le repas de près. Et en fait, elle a nourri énormément d'aigreur, ce que je comprends. Mais nous, on a souffert de ça. Mais je comprends à 100% que ma mère qui a fait des études de chimie, des études supérieures de chimie, qu'elle se retrouve reléguée à faire des tâches du quotidien pénibles et répétitives, bien sûr qu'on souhaite ça à personne. Et avant, ça semblait peut-être normal. En fait, ma mère a été un tournant. Mais aujourd'hui, on a bien conscience que la vie, ça peut être plus que ça. Et ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est très beau d'être en communication avec ses enfants, mais... Si on en veut. Si on en veut, en plus, bien sûr. Ça, cette pression-là, j'espère que justement le travail féministe a fait que on n'est plus obligé de faire des enfants pour exister en tant que femme. En fait, ma fille, potentiellement, elle aura plus conscience du monde qui l'entoure que moi, et que cette prise de conscience est aussi une arme et un moyen pour ouvrir les yeux et être plus libre en fait dans ses choix. Et parce que la conscience, c'est ça, c'est aussi la liberté. Mais elle aura aussi l'exemple d'une mère qui se bat. Ah oui, ça c'est vrai, pour le moment elle ne le voit pas trop. Mais ça quand même, c'est absolument très important. C'est-à-dire que pour le moment, à 17 ans, elle n'en mesure pas l'enjeu, les enjeux. Mais oui, parce que j'aurais aimé que ma mère aille dans mon sens et m'écoute. Elle peut pas, c'est l'ancienne génération, c'était pas un tempérament aussi. Pourtant, elle a beaucoup souffert de ce rapport. Mais avec moi, il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de dialogue. Mais ma fille, si. Bon, après, là, pour le moment, à 17 ans... Oui, mais elle ne pourra pas faire comme si elle n'avait pas eu Exactement, mère qui c'est ça. Oui. Donc, ça, c'est porteur, ça. C'est ça qui est de l'espoir. Ah oui, vraiment. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.